LVE vous propose ce soir un tout nouveau rendez-vous, la question de la semaine. Et aujourd'hui, on va parler de journalisme et du lien qu'il y a entre les journalistes et les citoyens. Un lien qui existe ou pas, on va en débattre, on va y revenir. Après qu'un journaliste d'Europe 1 ait été agressé à la Grande Borne, une défiance, un climat de défiance qui se fait quand même sentir dans le pays et j'ai envie de dire dans le monde avec des attaques verbales, aussi bien qui viennent de la France insoumise, plus ou moins du gouvernement, de Donald Trump et ses fake news ou alternative facts. Une sorte de climat global qui nous fait nous poser la question, est-ce que le lien entre les citoyens et la presse est rompu? Et avec notre invité Laurent Bazin, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Europe 1, vous êtes tous les soirs entre 18h et 19h à la tête d'Europe Soir et également vous avez fait de l'éducation aux médias par moment, vous êtes aussi producteur. Pour vous, quel doit être le lien entre les citoyens et la presse aujourd'hui, les médias si vous voulez? Ça ne se décrète pas un lien, déjà. Ça s'établit, c'est un lien de confiance, donc ça se travaille. Vous avez signalé tout à l'heure dans votre introduction un climat de défiance, et il est incontestable. Il n'est pas aussi net que ça en vérité. On a tendance, quand on s'arrête sur les réseaux sociaux, on voit l'affrontement entre les médias dits alternatifs et les médias dits mainstream, que moi j'appelle médias grand public en vérité. Oui, enfin mainstream, ça veut dire la pensée unique aussi. Ça veut dire le courant principal. Et donc c'est pas tout à fait la même chose que d'être grand public. Et ça peut pas se résumer à ça. C'est-à-dire que le citoyen, lui, il a une appréhension. Ils ont d'ailleurs, qui sont pluriels, une appréhension beaucoup plus large du média. Enfin, quand on regarde les études d'opinion, il y a 2 chiffres qui sont très frappants. Le premier, c'est que effectivement, il y a une défiance. Elle est incontestable quand vous regardez. Non pas les journalistes, mais les médias d'ailleurs, c'est ce que disent les gens. Les médias sont en gros ont une cote de confiance qui est autour de 25-30%, c'est-à-dire extrêmement faible. Est-ce que vous faites confiance aux hommes politiques? 20%, 22%. Est-ce que vous faites confiance aux syndicats? À peu près autant. À qui les Français font-ils confiance? À la police, à l'hôpital, à l'armée. Vous voyez ? Voilà les codes de confiance. Donc ça, c'est la code de défiance en quelque sorte des médias. Donc celle-là est incontestable. Après, est-ce que quand vous écoutez la radio, vous pensez que ce qui se dit est vrai? La réponse est oui à 60%, 65%. La télé, c'est sensiblement moins. La presse écrite, c'est à peu près autant que la radio. Donc, vous voyez, elle est complexe cette défiance. C'est-à-dire qu'à la fois, on se dit, c'est peut-être pas forcément vrai tout ce qu'on me dit. Et puis, parfois, je me rends compte qu'on me raconte des histoires ou qu'on m'a raconté des histoires, même si on s'en est excusé ensuite. Et en même temps, je continue à m'informer par l'intermédiaire de ces médias grand public, qui ont donc une responsabilité importante. Donc le lien, la confiance et la responsabilité. C'est les trois notions qui sont clés dans le débat qui nous intéresse ce soir. Et Internet, la cote de confiance d'Internet, on sait à peu près à quel Elle est niveau assez faible. Elle est assez faible et en même temps, de plus en plus de gens s'informent par Internet. Vous voyez, encore un paradoxe. C'est-à-dire que ceux qui s'informent par Internet savent très bien que les fake news, les fausses nouvelles dont vous parliez tout à l'heure, elles circulent de manière beaucoup plus massive par le biais des réseaux sociaux, simplement parce que les réseaux sociaux sont aussi pris en charge par un certain nombre de militants. Voilà. Et qui les utilisent pour diffuser leurs idées. Et c'est tout à fait naturel et logique. Et les gens font le tri là-dessus. Donc ils s'enferment sur un terrain intéressant parce que, effectivement, notamment les jeunes générations, ça c'est un public qui est très important pour nous. Aujourd'hui, le public des radios, par exemple, nationales, c'est un public qui a entre 50 et 70 ans, on va dire. 60 et voilà. 50, 70 ans. Il y a des plus jeunes qui nous écoutent. Moi, j'ai des appels au 39-21, qui est le standard d'Europe 1, régulièrement le soir, de gens qui ont 20, 25 ans, 30 ans, 35 ans. Voilà, donc c'est évidemment vaste, mais je veux dire, la masse du public a tendance à aller vers les 50-70 ans. La moyenne d'âge, c'est 58 ans, en fait, de ceux qui nous écoutent. Donc, il y a pour nous un enjeu considérable à garder un lien, et j'aime bien que vous utilisiez ce mot parce qu'il est important, avec les générations nouvelles, avec ceux qui sont en mode digital.
et qui ont aussi une source d'information Un par peu le net. greffé, ouais. Oui, un peu greffé sur leur téléphone portable. C'est pour ça que les radios, vous le voyez, ont de plus en plus d'interfaces, de podcasts, etc. Et d'ailleurs, ça fonctionne très bien, le podcast, ça aussi, on le voit. Mais ces générations-là, elles ne sont pas dupes d'Internet non plus. Et elles sont, en fait, la vérité, c'est que j'ai l'impression que ces générations-là sont dupes de rien. Quitte à être méfiantes vis-à-vis de tout, d'ailleurs. Et parfois méfiantes à l'excès, mais c'est normal. On exerce il y a un devoir de méfiance, d'une certaine manière, qui s'est installé. Et celui-là est intéressant. Mais Internet, vous voyez ce que je veux dire, personne ne pense que sur Internet circulent que des vraies nouvelles par rapport à ce qui circule sur les grands médias généralistes. En revanche, ce qui est important avec Internet, c'est qu'Internet, ça fonctionne comme une bulle filtrante, c'est-à-dire que je sélectionne ce qui m'intéresse. Quand vous allez sur Twitter, vous followez, vous suivez les gens qui vous ressemblent. En vérité, c'est ça. Qui vous intéressent parce que finalement, ils viennent vous conforter largement dans ce que vous pensez déjà. Ce sont des études qui disent ça. Hein. Oui. Facebook fonctionne aussi comme une bulle filtrante. Ça s'est vu sur l'élection américaine et c'était très frappant. C'est que on suit des gens, vos amis, sont des gens qui vous ressemblent, qui postent des choses qui vous ressemblent et qui vous confirment dans ce que vous pensez. Moyennant quoi, par exemple, la presse anglo-saxonne et notamment américaine n'a pas bien mesuré, et la presse française non plus, bien sûr, mais elle est encore plus éloignée, le phénomène Trump. Pourquoi ? Parce qu'on était enfermés dans cette bulle filtrante qui finalement fait que nous vivons dans le même milieu, entourés de gens qui nous ressemblent et alimentés par des avis qui nous confortent. Moyennant quoi, on ne voit pas venir les surprises. Le Brexit, Trump, on en passe et des meilleurs. Ou des pires selon les points de vue. Ouais. Est-ce que ce lien dont on parle, pour vous, donc on voit une cote de confiance vis-à-vis des journalistes, ou plutôt des médias, vous le disiez, qui est quand même en baisse parce que il y a longtemps, il y a un petit moment. Oui, voilà. Mais est-ce que vous diriez que c'est un lien qui a été rompu ou au moins qui a été abîmé ? Moi, je ne crois pas qu'il est rompu. Je vais vous raconter une histoire. On a écrit un livre avec Alba Ventura qui s'appelle Le bal des dézingueurs. Ouais. Et dans ce livre, on a raconté les déjeuners des hommes politiques et des journalistes. Pourquoi on l'a fait ? On l'a fait parce qu'un jour, on était en vacances dans le sud de la France il se trouve que c'est ma compagne, Alba Ventura. Vous voyez, je suis transparent. On était dans le sud de la France avec notre fils et on reçoit RTL, pour qui je travaillais à l'époque, reçoit un appel de l'Élysée. Et le président de la République, à la demande de rédaction, qui régulièrement demande à être reçu par le président de la République, par les ministres, par le Premier ministre, l'Élysée nous disait à cette radio, le président de la République peut déjeuner avec vous le 19 juillet. Nous, on était en vacances. Donc on nous appelle, moi je présentais la matinale d'RTL à l'époque, Alba était l'éditorialiste politique, donc on nous appelle pour dire faut venir. Et il a fallu expliquer aux copains du village qui ne font pas partie de cette bulle filtrante journalistique. Donc ils n'ont pas nos codes et qui ne comprenaient pas pourquoi on allait voir le président de la République, puis pourquoi le président de la République nous recevait le 19 juillet. Il n'a pas mieux à faire, le président de la République, que de déjeuner avec les journalistes le 19 juillet. Voilà ce qui se disait. Et donc il a fallu expliquer à nos copains du village, c'était dans le sud de la France, dans l'Aude, pourquoi on allait voir le président de la République. Et là on s'est dit, il y a un problème. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne comprend plus, les gens ne comprennent plus ce que nous faisons avec les politiques, par exemple. Et on a écrit ce livre pour ça au départ. C'est-à-dire pour raconter ce qu'était le lien exact entre la journaliste et les politiques. Est-ce que c'était un lien de soumission ? Moi, je dis non. Et de plus en plus non. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est même un lien de brutalité qui maintenant unit, s'il y a une union quelque part, les journalistes et les politiques. Vous l'entendez d'ailleurs. Jean-Luc Mélenchon dénonce les médias sans arrêt. En campagne, en 2012, Nicolas Sarkozy faisait siffler les journalistes. Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen avant lui le font depuis les années 80. François Bayrou l'a fait dans sa campagne de 2007. Ouais. Vous voyez bien que c'est un sport politique que de faire siffler les journalistes avec lesquels on déjeune le reste du temps. Et de la part des journalistes, juste pour finir, mais bien sûr je vous laisse la place après, hein, pardon je suis un peu bavard, de l'autre côté, les journalistes, eux, il y a un politique bashing, il y a une critique du politique qui se vend très bien dans les médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, critiquer un homme politique, d'abord ça ne pose plus de problème à un journaliste, il n'y a plus ce lien de connivence qu'il y a pu y avoir, hein. Effectivement, factuellement, dans les années 60, c'était plus que connivant, puisque le journaliste dépendait directement du ministère de l'Information. Bon. RTF et tout ça. Voilà. Mais 70 puis 80, voilà, il s'est atténué. Et aujourd'hui, il y a en vérité une prime à celui qui dit du mal du politique. Donc le lien, il n'est plus celui qu'on imaginait, mais ça, il fallait l'expliquer.
Vous voyez ? Donc, il y a vraiment une méconnaissance. Moi, je pense que la défiance, elle est très largement liée à la méconnaissance des métiers. C'est pour ça que l'éducation aux médias est très importante. Mais quand je dis éducation aux médias, c'est pas le journaliste prof qui vient vous expliquer ce qu'il faut penser. C'est plutôt le journaliste qui vient s'expliquer sur la manière dont il pratique son métier et qui accepte la critique du citoyen et qui y répond et qui en débat. Voilà, c'est ça pour moi le sujet. Rima Takeuchi. Oui, j'avais une petite question. Justement, j'ai entendu parler de brutalité, de conflit entre politiques et journalistes. Et là, j'ai tout de suite pensé à à l'interview entre Emmanuel Macron, Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel. Est-ce que là, pour le coup, est-ce que ça rentre dans une brutalité un peu jouée ? Est-ce que c'est une mise en scène ou est-ce que c'est pour le coup l'expression d'une confrontation, disons, directe entre, disons, la manière de gouverner et la manière de penser? Alors d'abord, oui, il y a une mise en scène d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a une part de communication dans cet entretien. L'Élysée n'a pas accepté par hasard que le président soit interrogé par Jean-Jacques Bourdin, qui incarne un journalisme populaire de libre antenne, vous voyez, très comme ça, très tonitruant, un peu râleur. Voilà, certains diront populiste, mais moi je leur laisse cette responsabilité-là parce que je l'ai lu sur votre visage. Non, c'est pas le cas. Mais en tout cas, voilà, je leur laisse la responsabilité du propos, mais il a été prononcé. Et Edoui Plenel de l'autre côté, qui incarne une certaine gauche, effectivement, très raide, très virulente contre le pouvoir. Il le faisait au Monde, Edoui Plenel avant, il le fait aujourd'hui à Mediapart. Donc ce choix-là, c'est un choix délibéré. Le but, c'était de montrer que le président de la République pouvait répondre à la critique et d'incarner cette critique de gauche et de droite d'une certaine manière, de la faire incarner par les journalistes qui, d'une certaine manière, sont un peu tombés dans ce piège pour moi, si vous voulez. On s'est félicité qu'enfin le président de la République soit descendu de son piédestal et qu'on puisse le cogner comme un boxeur sur un ring. Moi, je trouve ça très bien. Moi, ça ne me dérange pas que le président se fasse secouer. Moi, je me souviens avoir eu un président de la République en interview. Je ne me souviens pas avoir été particulièrement clément, vous voyez. Mais peut-être je l'étais, mais j'en ai pas conscience. J'ai peut-être intériorisé ma propre suggestion au pouvoir. C'est vraiment qu'on est politisé à notre âge. Voilà, on est dans non, mais très bien. Mais voilà, donc il faut comprendre qu'il y avait un jeu là. Vous avez raison de le souligner. Il y avait un jeu du politique de se mettre là. Et puis il y avait un intérêt du média à attraper le président de la République, ce que je vous disais tout à l'heure. Quand je dis qu'il y a un lien de brutalité qui s'est créé, il est vraiment là. Il est un peu factice quand même. Et ça non plus, les citoyens ne doivent pas en être dupes. Et notamment les jeunes qui nous écoutent ne doivent pas en être dupes. C'est-à-dire que c'est un jeu de rôle aussi. On est dans une forme de communication tripartite, là pour le coup, ou bipartite si on veut, journaliste politique, dont il faut se méfier aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, moi je pense que quand un gouvernement fait des choses dans un sens et qu'il a des résultats, il faudra le dire. Pas juste chercher la critique. Le journaliste de la critique systématique, je pense qu'il est limité. Il trouve sa limite assez rapidement. Voilà. En revanche, il est parfaitement nécessaire de passer au crible, voire de secouer l'interlocuteur public quand il annonce des choses et qu'il ne les fait pas, ou quand il annonce des choses et qu'il se dit ça passera bien de toute façon, ça n'est qu'un effet d'annonce et puis on verra plus tard, vous voyez. Mais c'est pour ça qu'il y a le baromètre, je crois, c'est sur Le Monde, il y a ce baromètre des promesses tenues ou non par c'est les... Le Figaro, pardon. Le macronomètre. C'est ça ? Il y en a peut-être un dans Le Monde aussi, mais c'est tout à fait possible. Oui, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, et je crois qu'alors là, pour le coup, les citoyens attendent ça. C'est-à-dire que ça, c'est un travail journalistique. Vous avez promis ça, est-ce que vous l'avez fait ? Est-ce que vous l'avez fait dans les conditions dans lesquelles vous l'avez promis ? Est-ce que ce que vous avez promis a produit les effets ? C'est ça qui sera plus important. A produit les effets que nous étions en droit d'en attendre, pas seulement que vous en attendiez. Voilà, ça c'est un travail qui est intéressant à faire. Ce sera à faire évidemment sur toutes les mesures qu'Emmanuel Macron, par exemple, annonce en ce moment. On dit le président des riches ou le président des très riches, dit François Hollande, par exemple. Il faudra mesurer combien cette politique, moi je qualifie pas le président de la République, je vois juste que sa politique est effectivement libérale. Elle est clairement dans ce sens-là. Voilà. Ça, c'est pas un jugement de valeur, c'est un qualificatif objectif d'une certaine manière. Il mène une politique libérale, il faudra juger des effets de cette politique et être intransigeant, en revanche, sur la restitution des effets. Faire son plénel, comme on dit à présent. Non, c'est pas faire son plénel, ça. Non, c'est pas faire son plénel, c'est faire son travail. D'accord. À quand un Baldé dézingueur 2 ? On l'a mis en suspens parce que on l'a pas mis en suspens en fait. On n'avait pas une grosse envie d'en faire un deuxième. D'abord parce que on n'avait pas envie que ça devienne une veine éditoriale, une veine voilà.
Ça fait des sous, ça se vend bien. C'est un livre qui s'est très bien vendu, hein, le bal des dézingueurs. Et c'est ressorti en poche d'ailleurs. Oui, et c'est sorti en poche, merci de le signaler. Mais notre démonstration, elle est faite d'une certaine manière. On a utilisé un moment donné de la politique pour faire la démonstration du lien qui existe, et qui existe encore en vérité, hein, qui n'a pas vraiment changé, entre les politiques et les journalistes. Voilà. Aux citoyens de se faire une idée à partir de notre témoignage, de le contester, de le bousculer, de venir... Moi, j'adore débattre de ce bouquin pour ça. C'est parce que les gens viennent nous interpeller en disant « J'imaginais pas ça, mais pourquoi vous laissez faire, et pourquoi vous y allez ?» Voilà. Moi, j'aime répondre à ces questions, je crois que c'est important. Alors, vous parliez d'éducation aux médias qui, selon vous, n'est pas donc être professeur. Vous avez eu l'occasion, justement, vous, de rencontrer des jeunes pour faire de l'éducation aux médias, au sens où dans les collèges dites, et voilà. les lycées notamment, oui. Et est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, il y a une cote de confiance, même si j'aime pas trop dire ça, qui est plus difficile avec les jeunes, justement, avec les collégiens? Mais moi, je suis pas sûr de ça, non. Moi, je suis pas sûr de ça. Non, je pense. D'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc soyons plus cash. Il y a une défiance, et cette défiance, elle est globalement partagée avec des tonalités diverses. Disons que il y a une génération qui est la génération, des fameuses générations des 30 glorieuses, vous savez, qui arrive à la retraite aujourd'hui, ou qui est déjà arrivée à la retraite pour certains d'entre eux, qui ont eu une éducation aux médias. C'était la leur. Mais le média était très important, notamment le média écrit. Le journal était très important pour eux. Le papier était très important pour eux. Puis la radio, ensuite, a pris beaucoup d'importance. Bon. Et donc, ils savent plus ou moins comment ça fonctionne. En tout cas, un article de presse, ils savent comment ça fonctionne, etc. Moi, je suis frappé de voir des collégiens et des lycéens qui lisent plus du tout les journaux. Qui ne vont plus dans le fond des articles, par exemple. Qui considèrent que la meilleure source d'information aujourd'hui, c'est le quotidien d'Yann Barthès. Ce qui ne me dérange pas. Je veux dire, il y a une partie du travail qui est fait par le quotidien, qui est pour moi une émission. Alors je sais que ça énerve beaucoup son producteur qu'on dise ça, mais tant pis. Pour moi, c'est ce qu'on les Américains appellent ça l'infotainment. Ouais. C'est-à-dire l'information divertissement. Ça disqualifie pas la partie informative du quotidien de dire ça. Ça dit juste que c'est une émission qui est faite aussi pour se sentir bien, pour rigoler, pour se marrer 2 secondes, etc., etc. Voilà. Et donc, je pense que c'est une porte d'entrée intéressante vers l'actualité, mais je pense qu'elle n'est pas suffisante. De la même manière qu'un fil Twitter n'est pas forcément suffisant pour suivre l'actualité, surtout après ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que sur un fil Twitter, vous n'allez suivre que ceux qui vous ressemblent. Et donc, vous ne vous ouvrez pas. Or, toute l'idée être un journaliste, c'est être curieux, c'est s'ouvrir. C'est accepter de ne pas comprendre et chercher à comprendre. C'est accepter de se tromper et d'être démenti parfois par les faits. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure sur par exemple, la vision qu'ont les journalistes français de l'étranger, de certains pays, par exemple. Ouais, bon, on va y venir, ouais. Mais voilà, c'est tout ça, être un journaliste. Mais c'est d'abord être curieux et ouvert. Et donc, pas s'enfermer. Sortir. Aller sur le terrain. Moi, j'ai été correspondant à l'étranger. Ça m'a apporté énormément. J'ai passé 2 ans au Proche-Orient, entre Jérusalem, le Caire, la Jordanie, Chypre, le Liban, et j'ai passé 1 an aux États-Unis. Ça m'a apporté énormément, y compris sur la société américaine. C'est-à-dire qu'on pense que les Américains sont comme nous, mais pas du tout. Vous voyez ? Par exemple, moi, Trump, par exemple, ne me surprend pas. Effectivement, c'est pas ce qui était donné par les sondages. D'accord. Mais Trump ne me surprend pas. Je veux dire, comme le phénomène Trump, j'aurais pas dit forcément, j'aurais pas parié sur Trump. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais le phénomène Trump, les électeurs de Trump, je les ai rencontrés. Il y a 25 ans, hein, quand j'étais correspondant aux États-Unis. Je veux dire, je connais cette Amérique-là aussi. Je la connais pas bien, mais je l'ai rencontrée. Et du coup, ça ne m'est pas étranger. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je ne le vois pas comme un espèce de dingue qui est arrivé tout d'un coup par un phénomène quasi miraculeux ou une pure manipulation russe. Je pense que Trump est ancré dans la culture américaine. Le phénomène politique qu'il est, je veux dire, hein, est ancré dans une partie de la culture américaine, en tout cas. Puis il était dans les cercles depuis longtemps, en plus. Aussi, mais pas seulement ça, je veux dire, je parle des électeurs, là. Oui. Résultat, j'ai oublié ma question, c'est embêtant. Ça va vous revenir. On était sur l'éducation aux médias, les lycéens. Oui, non, c'est bon, j'ai retrouvé. Vous dites, voilà, le journaliste doit être curieux, mais est-ce que vous diriez que
en plus, le journaliste doit inciter les autres, ses lecteurs, ses auditeurs, à être curieux également. Oui, bien sûr. Mais enfin, la vérité, c'est que c'est ça on dit, moi j'étais reporter, moi je suis très fier de ça. C'est-à-dire j'ai passé 15 ans à être reporter. Un reporter, ça fait quoi? Ça rapporte de l'info. Ça ramène de l'information et donc ça éveille. Mais ça éveille au bon sens du terme. Moi j'ai longtemps entendu certains de mes collègues dire il faut justement, c'est pour ça que j'aime pas ce mot éducation aux médias, c'est à cause de ça, le côté prof que j'aime pas. J'ai entendu des collègues dire oui, il faut éduquer les gens. Non, faut pas éduquer les gens, c'est dans les régimes autoritaires qu'on éduque les gens, pardon. Faut leur ouvrir des horizons, faut leur apporter des informations, faut les intéresser à ce qui ne les touche pas aujourd'hui ou à ce qui pourrait les toucher demain ou à des univers qu'ils ne connaissent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je préfère l'idée d'éveil, je préfère la notion de passeur à la notion d'instructeur. Pour moi, l'instructeur, c'est un peu militaire. C'est pas que j'aime pas l'armée, mais c'est juste que c'est pas mon job. Ouais. En revanche, passeur, c'est mon job. Et oui, si ça peut éveiller, c'est bien. Voilà. Si ça peut éveiller des curiosités et des intérêts, c'est bien. On a fait le job. Alors, pour continuer dans cette lancée, on va parler du plan gouvernemental justement qui est en faveur des journalistes, Rioma. Voilà, donc j'étais présent aux assises du journalisme à Tours cette année, et donc Françoise Nyssen avait donné un discours assez attendu justement sur son plan d'éducation aux médias, et elle a annoncé un doublement de son budget de 3 à 6 millions d'euros, et c'était en tout cas pour la ministre de la Culture l'occasion d'affirmer quelque chose de sans doute assez ambitieux, mais aussi d'aborder la loi sur les fake news, en tout cas celle qu'on appelle la loi sur les fake news ou sur les fausses informations en bon français. Il était notamment question donc d'instaurer un devoir de coopération entre les plateformes, une obligation de transparence sur les contenus sponsorisés et une procédure judiciaire spéciale lors des élections. Le contexte des élections est là pour le coup particulier, donc est lourd de sens. Il y a certaines critiques, en tout cas, qui, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est peut-être une volonté peut-être de mieux calibrer les limites de l'information acceptable ou non, peut-être, Là, on est entré dans la zone floue, vous voyez, ça a commencé. Rien que de dire information acceptable, ça va être intéressant et ça va être tout l'objet du débat. Oui, mais c'est pour ça que je remets en contexte, par exemple, avec ce qu'on disait donc au sujet des jeunes et des lycéens. Par exemple, même à mon époque, on voyait un peu on s'amusait beaucoup à voir les professeurs désemparés devant finalement le flot d'informations qu'on pouvait leur sortir en classe, tandis que eux étaient sur un contenu qui était assez balisé au final. Et c'est vrai que le complexe des supériorités peut être, le devoir de méfiance, ce que vous appelez un devoir de méfiance du point de vue des jeunes, peut-être que ça pourrait être... J'ai pas dit devoir de méfiance, mais oui, en tout cas pour un journaliste, oui, c'est vrai, c'est évident, et donc pour un citoyen aussi. Mais pour, en tout cas, on va dire une jeunesse qui se cherche parfois, c'est peut-être aussi une forme de complexe de supériorité qu'on aimerait avoir sur les personnes qui représentent l'autorité, avoir peut-être plus d'informations, quitte à ce qu'elles ne soient pas forcément justes en fait. Et donc c'est pour ça que ce plan donc d'éducation aux médias pose en fait un problème non pas sur la finalité, mais sur les moyens qui y sont apportés. Et donc il y avait, par exemple, le soutien aux acteurs associatifs, c'est quelque chose d'assez bateau, mais au final, c'est une manière, concrètement, dans ce qu'on appelle les résidences de journalisme, il s'agit de redynamiser des médias locaux. Ce sont des toutes petites cellules d'information qui sont là pour peut-être donner une solution clé en main à des localités pour qu'elles fassent de l'information. Quitte à ce qu'elle soit peut-être hyper localisée, qu'elle ne traite pas d'autre chose que de l'information de quartier, et on finit par peut-être diviser comme ça en petits blocs locaux les sources d'information. Moi, je suis né à ce métier en un temps où vous n'étiez pas né sans doute. C'est fort Qui vraisemblable. ne me donne rien de plus sur vous, hein, on est bien d'accord. C'est juste la capacité à comparer à une autre époque avec l'explosion des radios libres. C'est-à-dire en 1981, quand François Mitterrand arrive au pouvoir avec la gauche, il décide que c'est fini la radio unique.
Là, il y avait les radios d'État, les radios périphériques à l'époque, les grosses radios périphériques, et il ouvre la bande FM à une multitude de petites radios qui se créent. Et ma première radio, elle ressemble au studio dans lequel on est aujourd'hui. C'était dans une chambre de bonne. Je me souviens que l'émetteur était juste au-dessus des toilettes. Et ça nous permettait effectivement de nous intéresser. Alors nous, on faisait du sport. J'avais commencé par là, moi. On faisait les sports méconnus. C'est-à-dire ceux dont on ne parlait pas. Vous voyez qu'on on commence toujours par l'alternatif avant de rejoindre le mainstream ou le grand public. Donc cette idée de multiplier les possibilités, notamment qui sont données par Internet de manière tout à fait évidente aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus de problème de fréquence. Avant, on se battait pour avoir des fréquences. Aujourd'hui, sur Internet, vous pouvez diffuser et on peut vous écouter pour peu que vous soyez repéré. C'est-à-dire pour peu que vous ayez une communauté, que vous ayez sollicité pour... Voilà, mais ça offre des possibilités nouvelles. Donc ça, c'est incontestable. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait besoin du gouvernement pour ça, pour être très honnête. Éventuellement pour soutenir ces structures locales. Maintenant, l'information, c'est pas les municipalités qui doivent faire l'information. Vous voyez, dans mon esprit à moi, c'est pas le gouvernement qui doit faire de l'information. Dans mon esprit à moi, c'est les journalistes, c'est les citoyens qui décident de traiter les sujets locaux et de les faire leur, d'une certaine manière. Donc moi, ce qui me frappe dans ce plan, et ce qui m'intéresse dans ce plan, d'abord, sur la période électorale, ça va être très très compliqué. Non mais je vous le dis, parce que justement, les sources sont diverses. Et comment vous allez empêcher un site internet, un twitto lambda ou une communauté de twittos très organisée, on les a vus pendant la dernière campagne électorale, être extrêmement organisée d'un parti comme de l'autre, voire de l'étranger parfois sur la campagne américaine ou sur la campagne du Brexit. Comment vous allez les empêcher de diffuser des fausses nouvelles ? Vous allez le bloquer. Donc vous allez demander à Twitter de bloquer les comptes de ceux qui diffusent des fausses nouvelles. Et c'est quoi une fausse nouvelle ? Et si une fausse nouvelle, c'était en fait une vraie nouvelle qu'on ne veut pas entendre ? C'est toutes les questions qu'on va se poser. Quand je vous disais tout à l'heure, il y a un devoir de défiance. En fait, j'ai été au-delà de ça. Moi, j'ai écrit un bouquin avec un philosophe formidable qui s'appelle Pierre-Henri Tavoyot. Le bouquin s'appelle « Tous parano ». Et je disais dans ce livre, j'écrivais dans ce livre notamment que le journaliste est parano par métier. C'est-à-dire son job, s'il l'oublie, c'est un problème. S'il n'est que parano, c'est un problème, mais s'il oublie d'exercer cette défiance, c'est un problème. Tout journaliste doit d'abord passer une information au crible avant de se demander si elle est vraie ou fausse. Quand j'étais jeune journaliste, je travaillais sur les milieux d'extrême droite. Quand je dis milieu d'extrême droite, c'est milieu d'extrême droite. C'est-à-dire, on était avec des gens qui partaient à l'époque en ex-Yougoslavie pour faire la guerre au nom des anciens nazis ou stachis croates. Donc, on était vraiment dans l'extrême droite. Voire dans les nostalgiques de la dernière guerre mondiale. Et il m'avait dit, je me souviens, un de ses interlocuteurs que j'avais vu dans un pavillon un peu pourri du côté de Pontoise, si je me souviens bien, m'avait dit, mais de toute façon, François Mitterrand aussi. Et je dis, comment ça, François Mitterrand aussi ? Bah oui, il a eu la Francisque. Et je ne l'ai pas cru. Pourquoi je ne l'ai pas cru ? Je ne l'ai pas cru parce que c'est un type d'extrême droite qui me disait ça, alors pour le coup, ce qu'on voit aujourd'hui sur les fake news, je peux vous dire que ça circule depuis longtemps dans ces milieux alternatifs-là. Il y a un nombre d'informations, de contre-informations, de manipulations, de complots qui circulent, qui sont très impressionnants. Et je n'ai pas fait le boulot de me dire, mais et si c'était vrai ? Donc, base du journalisme, si on fait 2 secondes d'éducation aux médias, on me donne une information, ma source n'est pas très fiable. Je vais quand même voir si je ne trouve pas une deuxième source qui dirait la même chose et qui, elle, serait plus fiable. Et puis, éventuellement, ça s'appelle un double check. Les Américains appellent ça le double check, la double vérification. Puis, je vais trouver une troisième source si possible, puis ensuite, je vais aller chercher la réaction de la personne en question. Je ne l'ai pas fait à l'époque. Je travaillais pour TF1 et il m'avait mis sur un autre reportage. J'étais déjà parti sur autre chose. C'est aussi un des problèmes du journalisme moderne, c'est qu'on est un peu très rapidement placé sur d'autres sujets que sur ceux sur lesquels on travaille en profondeur. Voilà. C'est une des vertus du site Mediapart d'Edoui Plenel, par exemple, que de pouvoir travailler en profondeur sur des sujets et sur une longue distance. Ça, c'est une vertu. Voilà. Et ça, c'est important que ce soit préservé. Mais voilà, je n'ai pas été au-delà. Et puis, 10 ans plus tard, il y a un livre qui est sorti de Pierre Péan, qui s'appelait Une jeunesse française, et qui était sur François Mitterrand. Et la photo de ce livre... photo de couverture de ce livre, c'était François Mitterrand recevant la Francisque. Parce que, effectivement, si j'avais vérifié 2 secondes, j'avais 20 ans,
on a toutes les excuses du monde à 20 ans, j'espère. Encore, donnez-moi ce crédit-là. Parce qu'effectivement, François Mitterrand a été sous-secrétaire d'État aux prisonniers de guerre, en même temps résistant. Vous voyez, parce qu'il était à la fois membre de Vichy et résistant. Et on le sait, hein, et de nombreux résistants, y compris d'ailleurs Charles Pasqua qui portait les messages à Marseille pour le réseau de François Mitterrand, en ont attesté. Donc c'est dire qu'il n'y avait quand même pas... Voilà, pour le coup, ça c'est incontestable. Mais effectivement, il a été décoré de la Francisque. Voilà. Donc voilà une information que j'ai considérée comme un fake, parce que la source me paraissait pas fiable, mais que j'ai pas été vérifiée. Donc toute information doit être vérifiée, dans un sens comme dans l'autre. Même quand la source vous paraît fiable, la source a toujours intérêt à vous donner l'information qu'elle vous donne. C'est ça la baseline, le message de base, l'enseignement de base, c'est ça. Une source qui vous donne une info a toujours intérêt à vous la donner. Ça peut être parce qu'elle défend une association écolo, par exemple, se bat contre la pollution, va vous donner une information qu'elle s'est procurée. C'est le fameux lanceur d'alerte. Il va falloir la vérifier quand même. Je me souviens de la CGT m'ayant donné des informations sur des usines d'armement en France. Bon. Parce que ça les intéressait, ils étaient en conflit social à l'époque, ils avaient besoin d'exercer une pression. Je me souviens de politiques m'ayant donné des... etc. Un informateur a toujours intérêt à vous filer une info. Votre boulot de journaliste, c'est de la checker, de la double-checker et de vérifier qu'effectivement c'est bien une information et donc qu'elle est diffusable. Et ça permet de revenir sur quelque chose qui a qui a fait débat. Il y a eu une info qui avait été publiée il y a quelques années annonçant la mort de Martin Bouygues. C'était l'AFP qui l'avait donné. Sur un bandeau de LCI, Martin Bouygues sur sa propre chaîne découvre qu'il est mort alors qu'il est bien vivant. Oui. Ça pose problème, ça, quand même, que la vitesse, la concurrence entre les... Vous avez travaillé la sur vitesse LCI et la précipitation. Voilà, qui sont deux choses différentes. Mais oui, vous avez raison, bien sûr. Aujourd'hui, est-ce que le système des chaînes d'infos en continu, j'ai rien en soi contre les chaînes d'infos en continu, mais le fait qu'elles se fassent la concurrence pour avoir la première info le plus vite, ça pose pas un peu problème quand même au final? Alors, point 1, oui, mais pas que les chaînes d'infos. L'ennemi du journaliste aujourd'hui, c'est la précipitation. C'est l'idée que si on ne donne pas l'info tout de suite, les réseaux sociaux vont la sortir. Quelqu'un va la sortir sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est pas une personne, hein. Ouais. On a bien compris, c'est composé de nous tous. Donc quelqu'un va la sortir sur les réseaux sociaux, donc je peux plus rien garder. Donc j'ai pas le temps de vérifier. Donc je vais donner tout de suite, et tant pis. Effectivement, c'est un exemple caricatural, mais c'est un exemple saisissant, absolument, de la façon dont la précipitation peut vous faire des bêtises, en particulier au sein de votre propre groupe. C'est-à-dire que, vous voyez, bon voilà. Dans le milieu associatif, là, tout d'un ça... coup, oui, mais bien sûr. Mais d'une certaine manière, on aurait pu penser à l'inverse, si on était un tout petit peu complotiste, un peu parano là derrière, on aurait pu se dire, bon, LCI, ils ont cette info-là par l'AFP, ils vont pas la donner, ils vont demander l'autorisation de la donner parce que ça concerne leur actionnaire. Vous voyez si on est parano. Or, vous voyez, c'est intéressant parce que c'est démonstration par l'absurde qu'en fait, le journaliste n'est pas si contrôlé qu'on le dit. Premier point. Deuxième point, démonstration claire qu'on va trop vite et qu'il faut faire gaffe. L'agence France Presse est assez fiable. Mais l'agence France Presse, elle peut se tromper. Elle aussi, elle peut être double-checkée. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vois régulièrement le soir, alors à Europe 1, moi maintenant, je ne présente plus le journal. Moi, j'anime la tranche. Ouais. Donc, je suis évidemment impliqué dans le processus de l'information, mais je vois Isabelle Millet qui présente le journal de 18h ou Pierre de Villeneuve qui présente le 19h. Et je vois régulièrement Isabelle me dire il y a cette info-là, mais on ne l'a pas vérifiée, donc on ne la donne pas. Et je suis assez admiratif, honnêtement, de cette capacité à dire tant pis, ce ne sera pas dans mon journal, on prendra une heure, ou on la fera dans le rappel des titres 20 minutes plus tard, mais on peut bien prendre 20 minutes pour vérifier l'information et l'estampiller Europe 1. Et en fait, c'est ça le processus journalistique intelligence. Europe 1 n'en a pas l'exclusivité, hein, je vous rassure. Oui. Voilà. Non, mais je ne veux pas vous inquiéter. Il n'y a pas qu'une radio qui fait ça sur la place de Paris. Heureusement, il y a plein de gens qui font ça. Mais c'est là que vous travaillez aujourd'hui. C'est très important. Mais c'est pour ça que je le cite, parce que j'ai l'exemple. Le principe, c'est d'apposer le tampon, la marque. Et en fait, ce qui fera la crédibilité d'une info pour moi demain, c'est qu'elle soit validée par une marque d'info fiable.
Alors, ça peut être un individu. Il peut y avoir demain sur les réseaux sociaux des individus qui sont considérés comme des marques d'infos fiables. Vous voyez ce que je veux dire ? Je dis pas ça pour ramener tout vers le média mainstream ou les grosses entreprises de médias. Il peut y avoir même des petites structures. Par exemple, j'ai reçu sur les Black Blogs sur le phénomène du 1er mai, j'ai reçu un journaliste, il s'appelle Thomas, son nom de famille m'échappe, je suis un peu désolé là, qui travaille pour un site en ligne, en l'occurrence, et qui connaissait mieux les Black Blogs que tous les journalistes que j'ai croisés dans les grands médias. Et c'est pour ça qu'on l'a fait venir, parce que pour le coup, il était extrêmement précieux, extrêmement précis, et je l'ai trouvé très fiable. Demain, la marque fera foi. Et donc, ce qui est très important, c'est de préserver les marques. Et donc, prendre le temps de mettre le tampon, de vérifier une information. Ouais. Toujours. En parlant de vérification d'informations, on va parler un petit peu des informations internationales, là, où justement, on a eu quelques phénomènes qui, les japonisants comme Ryoma et moi, ont fait bondir. Ryoma, je vous laisse en dire quelques mots. Enfin, bondir, après tout, on y est assez habitué en fait. C'est un petit peu comme le phénomène du racisme anti-asiatique, hein, comme les militants essayent de le théoriser en ce moment. C'est quelque chose qui en fait ne gênait personne jusqu'à présent, mais après tout, la distanciation, voilà, il y a une distance toujours intellectuelle en fait à l'information. Sans doute, voilà, peut-être que le journalisme, quelque part, donne cette impression que l'information a été déjà traitée par quelqu'un, et donc, après tout, elle n'est pas forcément à remettre en question. Et c'est parfois ce genre d'information qui fait que le préjugé, qu'il soit raciste ou culturaliste, prospère. Okay. Et c'est là que, récemment, donc, je me suis donc exprimé, j'avais rédigé une tribune qui était explicitement dirigée contre l'AFP, parce que tous les médias qui avaient relayé son information avaient repris à leur compte un préjugé culturaliste qui a pour le coup des incidences assez graves en fait dans le débat, parce qu'en fait le Japon est devenu à peu près l'utopie des groupes d'extrême droite en fait. D'accord. Voilà, et donc l'enfermement culturel en fait. Vous voyez, c'est vous qui m'éveillez un nouveau sujet là. Ah ben, vous voyez, en fait, Jean-Marie Le Pen avait organisé en 2010, je crois, une conférence internationale patriotique, et il était allé jusqu'au Japon, où il a un très bon accueil. Et en 2017, donc, Marine Le Pen avait aussi de très bons soutiens au Japon, où des articles très bien diffusés, pas forcément bien écrits, mais bien diffusés, affirmaient qu'elle n'était pas du tout extrémiste, elle était seulement patriote. Un discours qui de toute façon est bien connu. La base de son discours de campagne est celui de Florian Philippot aujourd'hui sur son parti. Ouais. Mais qui arrive précisément à un moment où on se dit qu'elle va peut-être être élue. Et en plus de ça, ces réseaux, les réseaux donc de la réinformation très organisés pour attaquer l'ambassadeur du Japon de l'époque qui disait vouloir démissionner si elle était élue. Donc il y a tout un contexte qui fait que on se dit peut-être qu'un jour ou l'autre il y aura quelqu'un qui va prendre la parole, et puis finalement on finit par le faire soi-même. Récemment, c'est donc le scandale du sumo. Voilà, c'est le scandale du sumo qui a un petit peu réveillé l'intérêt pour le Japon, mais qui a encore alimenté cette tendance. C'est pour rappeler les faits. C'est donc un maire d'une petite ville à côté de Kyoto qui fait une crise donc sur un ring de sumo. Il s'effondre. Il est aidé par des secouristes, et puis voyant que les hommes sont pas forcément prêts, ils sont pas forcément formés pour ça, il y a plusieurs femmes qui commencent. Pas dans cet ordre-là que ça s'est passé, c'est les femmes qui arrivent d'abord. Ouais, mais bon, enfin, je simplifie. Là, pour le coup, je simplifie pour plus de clarté, pardon. Donc un certain nombre de femmes arrivent sur le ring, demandant un petit peu aux hommes de se pousser, commencent à faire un massage cardiaque. Bon, donc après les choses se sont plutôt bien passées, mais en tout cas pour le maire qui a fait cette crise. Ce qui s'est mal passé, c'est quand un arbitre les a vus monter sur le ring, il prend le haut-parleur et leur dit mesdames, descendez du ring. Pourquoi ? Il y a une règle qui dit que les femmes n'ont pas leur place sur le ring. C'est une règle institutionnalisée, mais ce n'est pas une tradition. C'est une pratique qui est née en fait au moment quand le sumo mixte a été aboli, on va dire ça comme ça.
Et la plupart des journaux, donc, enfin l'AFP en tout cas, et la plupart des journaux qui relayaient cette source-là, avaient affirmé qu'en vertu d'une tradition millénaire qui fait que les femmes sont jugées impures, les femmes ont été priées de descendre du ring. Donc ça, c'était quelque chose de bout en bout, de simplification en simplification. On aurait pu dire que une tradition élaborée par une frange politique qui souhaite une religion d'État reste sur le mode de pensée qui veut que les femmes sont impures et en font le prétexte pour séparer très distinctement les femmes dans ce qu'ils appellent les sports traditionnels. Et on n'arrive pas tout à fait au même résultat. On n'arrive pas tout à fait au même résultat. Et donc, ma démarche d'éducation aux médias est la suivante. C'est donc de décrypter l'information, de traduire l'information de là où elle vient en fait, et de montrer finalement ces jeux de contre-influence, d'influence et de contre-influence qui se font sur des sujets culturels là pour le coup, qui n'ont pas forcément tout de suite un lien avec le racisme, mais qui ont des. Mais donc factuellement, les femmes ont eu leur place sur des tapis de sumo. Dans les temps passés, c'est ça ? Dans les temps avant passés. Meiji, quoi. Voilà, c'est-à-dire des archives historiques qui datent du 8e, 9e siècle. Il y a 150 ans, il y avait des femmes sur les... C'est ça ? Voilà, il y avait par exemple des processions religieuses ou parfois... Ce que vous touchez du doigt et que je trouve très intéressant et qui est très vrai, c'est qu'on vit avec des préjugés. Mais d'une certaine manière, les journalistes ne sont pas différents des citoyens qu'ils informent là-dessus. Et c'est vrai qu'on se les trimballe, ces préjugés. Ça, c'est vrai. Et qu'on est confortable avec, voilà. Et donc moi je salue le boulot que vous faites parce que c'est très important ça, pour le coup. Et nous, comment je peux vous dire qu'on n'a pas la capacité en vérité à le faire. Nous on a par exemple, sur Europe 1 une émission formidable qui s'appelle Les Carnets du Monde, qui est faite exclusivement par des gens qui vivent dans les pays en question. C'est-à-dire c'est pas des gens à Paris qui se réunissent en pensant tout savoir et qui bavassent pendant des heures sur l'émission de Sophie Larmoyer, que je vous recommande, qui est le vendredi soir à 19h. Merci. 19h, 20h, 19h10, 20h même pour être précis. Ouais. C'est vraiment ça. C'est l'idée d'être dans les pays en question parce qu'on est plus près de la vérité du pays quand on parle avec des gens du pays, bien évidemment. Bon. Et c'est là que ce qui n'empêche pas de trimballer de temps en temps des clichés. Ou des choses qui peuvent être désagréables à entendre. Ça, c'est autre chose. Mais là, justement, je veux faire un parallèle très cru avec donc ce plan d'éducation aux médias qui nous est proposé. Il y a donc ce dispositif qui s'appelle la résidence de journalisme et qui est décrit comme une expérience d'immersion dans un territoire. C'est-à-dire qu'un journaliste qui n'a jamais vécu dans un territoire va s'y rendre pour dynamiser les nouveaux médias, donner une expertise et aussi faire un peu de pédagogie. Il y a ce parallèle en fait entre cette nouvelle pratique du journalisme en résidence et finalement l'expatriation, peut-être une forme d'expatriation dans des pays lointains pour soit montrer ce qui s'y passe, soit y apporter en tout cas une activité économique. Il y a peut-être cette manière finalement de découvrir l'information parfois qui peut être un moment de brutalité politique ou politique journalistique. Parce que tout d'un coup, vous voulez dire qu'il remonterait du terrain des choses qu'on n'avait pas vues depuis les rédactions, c'est ça ? En tout cas, j'ai interviewé un journaliste en résidence qui s'appelle Lucas Roxo et qui nous expliquait que il était, par exemple, il avait été catapulté dans un endroit, parachuté dans un endroit où il y avait une injonction à être Charlie, voilà, en gros. Pour résumer. Et donc, c'est vrai qu'il y avait peut-être, il s'était posé des questions très précises sur son rôle à jouer dans ces quartiers, dans ces territoires. Et c'est vrai que la question finalement du rôle politique du journaliste est très forte. Les meilleurs correspondants étrangers les correspondants en tout cas au Japon que l'on connaît en général, ils sont quand même d'une certaine formation. Je pense aux correspondants pour les Échos, Le Monde et Le Monde notamment, mais ils sont déjà sur un domaine d'expertise. Est-ce qu'ils n'ont pas été d'abord choisis pour ça plutôt que pour leur curiosité Généralement, on nomme. Moi, j'ai été nommé 2 fois à l'étranger, donc moi, je sais pourquoi j'ai été nommé, pas parce que je connaissais les pays.
Moi, j'ai été nommé 2 fois, en l'occurrence, c'était par TF1, encore une fois à Washington et à Jérusalem. Et c'était parce que j'étais candidat. Parce que j'avais manifesté un appétit, une curiosité, en l'occurrence, pour les sujets. Moi, j'étais d'abord un reporter. Et en revanche, en étant sur le terrain, j'ai été bousculé dans mes préjugés, dans ce que je pouvais penser de la situation sur place, de ce que j'en avais lu même, par le biais des confrères. Donc la brutalité, c'est plutôt la brutalité du réel, dans cette situation-là, et il faut l'accepter. Pour le coup, si on n'accepte pas la brutalité du réel, enfin, je veux dire, d'être bousculé par le réel, on ne sert à rien, on n'est plus un reporter. Non, mais c'est vrai, on n'est plus un reporter. On est en vérité un élément qui est transposé pour restituer depuis l'endroit où il se trouve exactement la pensée qu'on aurait eue à Paris sans aller sur le terrain. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Ce que je trouve intéressant dans le journalisme de résidence, c'est que pour moi, le journalisme, ça se fait en résidence. C'est-à-dire que pour moi, le journaliste, il sort de sa rédaction et il va s'immerger. Alors, il va s'immerger de moins en moins longtemps, encore une fois. Mais il va à un moment s'immerger dans un milieu, puis en prendre le maximum, essayer de comprendre ce qui se passe. Moi, je me souviens de reportages formidables, par exemple, dans des cellules de militants Front National. Ça s'appelait Au Front, le livre, en l'occurrence. Et c'était très intéressant parce qu'on vivait avec une image du Front National qui était celle de Jean-Marie Le Pen, et on rencontrait tout d'un coup des gens qui étaient beaucoup plus variés que ça, beaucoup plus compliqués que ça, qui étaient des gens qu'on aurait pu croiser dans la rue, en vérité, ou que j'aurais pu croiser dans la rue, ou avec qui je discute, qui peuvent m'être sympathiques par d'autres aspects, ou pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, le journalisme, c'est de l'immersion. Mais c'est vrai que l'immersion, elle est réduite maintenant à 1 journée, 2 journées, ça va très vite, ces métiers-là. Donc l'intérêt, c'est effectivement de se décaler. L'intérêt d'un journaliste, toujours, c'est de se remettre en question et de se dire, tu n'es pas là un professeur qui balance ce qu'il savait déjà avant, tu es là un reporter qui raconte ce qu'il voit avec ses filtres mentaux. On se refait pas quand même. Mais qui exerce une espèce de critique, y compris vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de ce qu'il pensait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça donne des choses qui sont généralement plus intéressantes. Est-ce qu'on peut éviter le culturalisme dans un certain nombre de sujets? C'est quoi le sujets? culturalisme? Le fait de dire souvent, ça arrive parce que c'est la culture du pays, ça arrive parce que c'est la culture de l'endroit. Je parle vraiment des sujets internationaux. Vous parlez à l'excision, par exemple? Vous pensez à quel sujet? Un petit peu tous les sujets qu'on peut pourrait entendre. En effet, quand on dit que l'excision, c'est... ici, c'est culturel, que pour encore reprendre le Japon... là c'est culturel, là c'est culturel. Est-ce qu'on peut pas aussi juste donner les faits, oui, en s'écartant un petit peu, puis après les autres vont réfléchir? Oui, donner les faits. Oui. Alors, en tout cas, pas donner de leçons. C'est ça que vous voulez dire. Je ne crois pas que le journaliste soit un donneur de leçons, ou doive être un donneur de leçons en tout cas. Mais il peut raconter. Vous savez, le simple fait de raconter, par exemple, l'excision d'une petite fille dans un pays où ça se pratique encore, c'est suffisamment puissant pour qu'on n'ait pas besoin de rajouter des leçons de morale, vous voyez ce que je veux dire? Ou de resituer, dans la tradition millénaire que vous évoquiez tout à l'heure, ce qui en plus n'est pas vrai. L'excision, c'est pas une tradition millénaire, par exemple. Je ne me prononce pas sur le sumo, je ne connais pas bien. Mais ça, je sais que c'est une tradition millénaire. Mais le sumo-mix, j'en sais rien. Oui, lui, il serait plus voilà. Adapté que moi, il connaît beaucoup mieux ces sujets-là, effectivement. Donc, on peut éviter de donner des leçons, en tout cas, oui. On doit essayer d'éviter le cliché. On doit être le plus près possible des faits. C'est pas toujours simple d'être le plus près possible des faits. Honnêtement, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. C'est sûr. Mais c'est effectivement le but. C'est l'utopie journalistique. Se rapprocher, quand je dis utopie, c'est au sens, vous l'avez compris, au sens marxiste du terme. C'est-à-dire se rapprocher le plus possible d'un idéal. Et philosophique marxiste, bien sûr. Sur ces jolis mots de Karl Marx, un grand merci Laurent Bazin d'être venu essuyer les plâtres de la question de la semaine. Vu la semaine qu'on a eue, je vous dis que la force soit avec vous. Merci. J'ai dit que je la sortirais. Soyez fort, petit Jedi. Voilà. Merci.